Boker Tov, bonjour. Bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Vayishlach. On va essayer de revoir dans un premier temps l'histoire de la Parasha. Un des faits les plus compliqués à comprendre de l'histoire, le Chumash Bereshit. Ça fait des années, je me souviens, il y a peut-être une dizaine d'années, c'était un sujet quand à l'époque on démarrait le cours en reprenant le résumé de la paracha. À chaque fois qu'on s'arrêtait sur ce passage, c'était un sujet difficile. Le sujet du comportement, de l'attitude de Shimon et Lévi par rapport aux habitants de la ville de Shrem. De quoi s'agit-il? La Torah nous dit, verset 35, premier verset du chapitre 35. Alors que Yaakov s'apprête à revenir en Israël, il entre en Israël, et voilà que sa fille Dina se retrouve en difficulté, puisque Shrem, le fils de Hamor, va l'enlever, la kidnapper. Une souffrance terrible, on imagine, pour Yaakov, une souffrance pour Dina, bien évidemment, pour toute la famille. Comment est-ce qu'on réagit à ce genre de violence, à cette attitude difficile, cette épreuve? Et donc Yaakov n'est pas là au moment des faits, on a l'impression qu'il est un peu à côté, on ne sait pas où il est. Shimon et Lévi, les deux frères de Dina, se lèvent et vont utiliser une tactique assez particulière, puisqu'ils vont demander, alors en fait on va essayer d'être un petit peu plus précis, donc le premier jour ils enlèvent Dina, Shrem enlève Dina, la kidnappe, alors qu'elle est encore chez lui, le père de Shrem, Hamor, s'adresse au frère de Dina et fait une proposition. Mon fils et d'aimer votre sœur, votre fille, et ça pourrait être une bonne chose que vous lui permettez de l'épouser. Enfin, il vient de l'enlever, d'accord? Je pense que ce serait une bonne chose que vous lui permettez de l'épouser, et j'irais même plus loin. Pourquoi est-ce que vous resteriez à part, comme un peuple à part, une famille à part? Je pense qu'on pourrait imaginer même que nous tous puissions nous marier avec vous tous, qu'il n'y ait pas de différence. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée qu'on puisse enfin être totalement une seule et même entité? Shimon et Lévi, la Torah nous dit qu'ils ont raisonné, ils ont réagi avec ruse, forcément. En tout cas, c'est l'attitude qu'ils ont. Ils vont répondre, OK, pourquoi pas? C'est une idée qui peut être envisageable, à la seule exception près qu'il nous faut que vous soyez tous circoncis. Si vous êtes tous circoncis, on accepte. Alors, il y a, entre parenthèses, une petite parenthèse que j'ai eue cette année, en rapport avec l'antisémitisme. Il y a un commentaire qui dit quel était l'intérêt de la démarche, à part effectivement l'embrouille pour les rendre un peu plus faibles et les avoir. Il y a une approche qui dit qu'à partir du moment où ils sont tous circoncis, ils sont donc tous juifs d'une certaine manière, si tout un groupe de personnes juives sont tuées, personne autour ne se bougera. C'est une blague ou c'est pas une blague, je suis pas sûr. Je pense que c'est raconté comme un commentaire sérieux. La nature du monde veut que si c'est des juifs qui sont touchés, on ne réagit pas. Si ce n'est pas des juifs, pardon? Exactement. Non, c'est dramatique, mais c'est. Donc l'approche de les circoncire, c'était, je répète, c'est une parenthèse, c'est un commentaire. Les circoncire, dans la version classique du texte, c'est pour qu'ils soient plus faibles et que 3 jours plus tard, ils puissent les faire tomber. Mais dans la version de ce commentaire, c'est aussi intéressant de noter ce commentaire au passage. Je referme la parenthèse. Donc, 3 jours plus tard, ils sont tous affaiblis suite à la circoncision. Et Shimon et Lévi vont abattre tout le village. À la suite de cet épisode, Yaakov revient et dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Je viens d'apprendre ce que vous venez de faire. C'est inadmissible. C'est inadmissible ce que vous venez de faire. Premièrement, aux yeux du monde, de quoi est-ce qu'on va avoir l'air? On va avoir l'air de personnes qui proposent un contrat, qui proposent une circoncision en échange de mariage et de proximité. Et finalement, qu'est-ce qui se passe?
on tue le village. Et puis ensuite, deuxième argument qu'Yaakov évoque, le risque, le danger, que demain, les peuples aux alentours se lèvent contre nous. On est à peine une petite poignée d'hommes, ce serait dangereux. On s'expose à un danger important. Et les frères répondent, est-ce qu'on va laisser faire une chose pareille, que notre sœur soit considérée comme une simple prostituée, qu'elle soit abusée de cette manière et on ne réagit pas? Et bizarrement, c'est la fin du texte. Yaakov ne répond pas. Et puis ensuite, le verset va dire, la paix a été instaurée dans le secteur, tout s'est bien passé avec eux et la vie continue. Alors, voilà l'épisode sur lequel on va s'arrêter. Forcément, on va s'arrêter sur le sens de cette attitude. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Comment comprendre que Shimon et Lévi aient pu se comporter de cette façon? Défendre leur sœur, oui, mais à quel prix? Quelle est la limite? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller? On va s'arrêter aussi sur la réponse de Yaakov. Yaakov qui n'a pas l'air de répondre, il ne réagit pas vraiment. Il réagit, je dirais qu'à moitié. J'ai entendu moi que là, on apprend que les Cohen, tout ça, ils ont souvent le sang chaud. La réaction de Yaakov, on va essayer de l'analyser, de la comprendre. Mais avant ça, exactement. Ça, c'est un sujet qu'on a abordé, sur lequel on va revenir aujourd'hui. Effectivement, la double réaction. C'est le point principal. On en a parlé un Shabbat, il n'y a pas longtemps au Bet Rabban, mais au cours du jeudi, dans le développement complet, on ne l'a pas encore abordé. Et c'est le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Et donc, bonjour. Prenez votre premier texte. On a le plaisir de recevoir Eric aujourd'hui parmi nous. Notre ancien taulier. Première référence, Bereshit Lamedhe, Kum ale Betkel va Mizbeach laquelle anire elecha, Bevo chacha mipnei savachicha. Juste après l'affaire de Dina, Dieu s'adresse à Yaakov et lui dit il faudrait que tu repartes à Bethel et que tu fasses un autel, un sacrifice, enfin des sacrifices, en reconnaissance à ce Dieu qui s'est apparu à toi en sortant lorsque tu étais en train de fuir ton frère Esav. Et les commentateurs se posent la question, mais Esav, ça fait longtemps, pourquoi t'en parles maintenant? Et certains vont dire qu'il y a ici la réponse à une question profonde, une question sous-jacente derrière tout ce texte. Pourquoi Yaakov a-t-il eu à être confronté à cette difficulté? Dina qui se fait enlever. Pourquoi cette épreuve devant Yaakov? Et un des commentaires, c'est une parenthèse, c'est le début du cours, ce n'est pas encore le sujet, mais on va dire qu'on va essayer de le survoler dans sa globalité depuis le avant jusqu'au après. Donc pourquoi Yaakov a cette histoire? Pourquoi il doit être confronté à Dina qui se fait enlever? Vous allez me dire pourquoi? Parce que Shrem était sur son chemin. Mais du point de vue spirituel, pourquoi est-ce que cette épreuve a lieu dans la famille de Yaakov? Et une des réponses qui est donnée, c'est dans le texte qui suit. Puisque juste après l'affaire de Dina, Dieu va lui dire, il serait bien que tu retournes à Bethel pour faire un sacrifice en rapport avec ce Dieu qui s'est révélé à toi à l'époque dans ta fuite d'Esav. À quoi est-ce que ça fait référence, ce passage? Et c'est comme un Midrash Tanchuma, le Midrash va dire une chose assez brusque, assez dure, qu'il nous faut retenir. Tout ce qui est arrivé à Dina, tout ce qui est arrivé à Yaakov dans cet épisode, c'est la conséquence d'un vœu que Yaakov a fait et qu'il n'a pas tenu. C'est-à-dire, Yaakov, à un moment donné, il y a 20 ans, au départ, dans l'histoire de Esav, quand il s'enfuit d'Esav, puis quand il revient vers Esav, enfin les deux épisodes, au début et à la fin, il va faire un vœu. Il va promettre. Esav, c'était son frère qui cherchait à le tuer. Il va dire à Dieu, je m'enfuis, s'il te plaît, si tout se passe bien, s'il te plaît, que tout se passe bien. Et en rentrant, une fois que tout se sera bien passé, j'offrirai un sacrifice, j'exprimerai ma reconnaissance. Je fais le vœu 2. Et ce vœu, voilà, et ce vœu n'a pas été réalisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça c'est Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que d'une chose à l'autre, en fait, il n'est pas revenu, il n'a pas complété cette opération. Et de là, le Midrash va dire, vous l'avez ici, habituellement, oui. Et en fait, si on regarde bien, Dieu lui a promis sa protection avant, en allant. Dieu lui a promis sa protection en rentrant. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cet épisode difficile? Alors le commentaire, ce fameux Midrash va dire l'importance de respecter sa parole, souvent, et une expression un peu dure, Beshat Tsara Nidra, lorsqu'on est en difficulté, on fait le vœu, Beshat Revacha Shircha, et lorsque tout va bien, on oublie. Et donc il y a cette notion, ce rappel qui va emmener le Shulchan Aruch à nous dire, on l'a vu il y a quelques années, ne fais pas de vœu. Ne fais pas de vœu. Si tu as fait, engage-toi bli neder, mais neder, le vœu, c'est
c'est un élément assez dangereux, assez risqué. Donc, en gros, faire attention à ce qu'on prononce, essayer au maximum de prononcer que lorsqu'on est en mesure de le faire, ou alors de le faire directement, ou alors d'éviter d'utiliser la fameuse formule Blineder pour éviter que ce soit un vœu. C'était simplement notre introduction. Au Shulchan Aruch, on va nous dire Sarich Leizaher, Shelo Yidor Shum Davar, même si c'est une tzedaka, même si c'est une belle action, évitons le vœu. Le vœu dans le sens, je m'engage, je prends le neder. Neder, c'est un vœu qui a une importance, qui a une grande importance. Et là, l'importance de faire en sorte que soit je fais, ou soit j'attends pour faire, mais faire attention qu'un mot qui est prononcé doit être réalisé. Il y a un commentaire plus poussé. Pourquoi Dina? Alors, encore une fois, ça fait référence au cours qu'on a pu voir les années précédentes. On est toujours dans l'introduction, on n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Pourquoi Dina? Alors, certains vont dire, un commentaire va dire, si vous vous souvenez, on avait vu que Léa avait cette qualité, ce trait de caractère de Léa. Léa et Rachel qui était la jolie, Léa qui était la moins jolie, les enfants de Léa, Yehuda entre autres. On était arrivé sur cette conclusion que Léa avait cette force, ce caractère particulier de ne pas être parfait, mais d'être en perfectionnement permanent. Il y a ceux qui sont beaux et ceux qui préparent, ceux qui s'embellissent, ceux qui travaillent en permanence. Léa, c'est cette capacité à ne pas être né avec la facilité ou avec un potentiel facile où tout glisse, mais arriver à prendre les opportunités, les difficultés et les transformer en positif, les réparer, les améliorer. Et donc, l'idée est la suivante. Rappelez-vous le Rashi qui va dire que lorsqu'il arrive devant Esav, donc Yaakov rencontre son frère Esav après tant d'années de séparation, Dina n'apparaît pas dans la liste. Il y a tout le monde qui apparaît, tout le monde se présente, mais Dina, on ne la voit pas. Dina, la fille de Yaakov. Et qu'est-ce que va dire Rashi? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Dina dans l'opération? Parce que Yaakov avait caché Dina. Il avait peur que Esav place ses yeux sur elle. D'accord? Et Dieu lui dit, tu as voulu épargner Dina de Esav, c'est Shrem qui va s'en occuper, d'une certaine manière. Tu as eu tort d'empêcher ton frère de poser ses yeux sur elle. Alors, comment est-ce qu'on peut dire tu as eu tort? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a envie de sacrifier sa fille à son frère lorsqu'on sait que ce frère-là était particulier? Et la réponse qui nous est donnée, c'est que puisque Dina avait cette force qui appartient à la catégorie de sa mère, qu'elle hérite de sa mère, cette force de pouvoir ramener les gens vers le meilleur chemin, transformer le difficile, transformer le négatif, alors il a eu tort. De ce point de vue-là, Yaakov a eu tort. Il aurait dû laisser l'opportunité. Il aurait dû au moins ne pas empêcher, ne pas fermer la porte. Il aurait pu au moins tenter ou au moins faire en sorte de prendre la responsabilité du sort, de l'avenir de son frère en ouvrant cette porte. Je ne veux pas m'attarder dessus, c'est un sujet délicat qu'on avait abordé dans le passé, mais c'est simplement pour dire, c'est simplement pour dire que si on se pose des questions, pourquoi, comment est-ce que ça a pu arriver à Yaakov une chose pareille? Il y a premièrement la notion de la parole, du vœu, et il y a en parallèle cette idée que Dina aurait pu véritablement faire quelque chose s'il ne l'avait pas empêché. Donc, quelque part, il a déclenché un épisode difficile tout seul, d'une certaine manière. On referme la parenthèse, on va dans le vif du sujet. Référence numéro 2. Dans la référence numéro 2, vous avez tout le texte de l'histoire qu'on a lu en introduction. Dina qui sort, Shrem la voit. Shrem qui est donc, rappelez-vous, le fils du gouverneur. C'est le fils de celui qui est du maire, du président de la ville, du quartier. Il la prend, il l'enlève, il la viole, et Shrem va dire à Hamor, son père, s'il te plaît, je voudrais l'épouser, cette femme. Et donc le père va aller voir les frères et négocier avec eux. Et donc les frères vont répondre, il n'y a aucun problème, il suffit juste que vous circoncisiez, puis ensuite, une fois que la circoncision aura lieu, on peut l'envisager. 3 jours plus tard, ils vont tuer le village. Et là, on arrive à cette phrase, la suite de la référence numéro 2, Bereshit Lamed Dalet, 34e chapitre, 30e verset. Yaakov, regardez ce qu'il dit à Shimon et Lévi. Vous me faites honte parmi les gens de la terre. Dorénavant, on va dire, ces gens-là parlent et ne font pas. Ils ont dit, après la circoncision, on sera un seul peuple, et en fait, ils vont nous tuer. Premier argument. Deuxième argument, nous sommes peu nombreux, et il suffit que les peuples aux alentours s'élèvent contre nous, et on risquerait de disparaître. Il n'y a pas un mot sur le fond du crime. Shimon et Lévi, vous avez tué un village. Ohé, qu'est-ce qui se passe? Depuis quand des gens bien comme vous, depuis quand des enfants de Yaakov se mettent à tuer un village alors qu'il y a un criminel? Il n'y a pas un mot dans le verset. Je reprends l'enchaînement du verset. Il y a Yaakov qui donne 2 arguments. Premièrement, vous m'avez fait honte. C'est honteux. Politiquement, ça ne se fait pas. Ce n'est pas du politiquement correct
que de dire à des gens, allez, après circoncision, ce sera réglé. Et puis après circoncision, c'est réglé, mais autrement, en les tuant, ce n'est pas correct. Premier argument. Deuxième argument, nous sommes trop peu nombreux pour prendre de risques. On risquerait de se faire anéantir par les gens du secteur. Deux arguments. Il n'y a pas un seul argument sur le fond. Je continue. La suite, c'est que les enfants vous répondent, Vayomru, deuxième verset, Achezona Yaase Tachotenu. Est-ce qu'on va laisser notre sœur se faire passer pour une prostituée? On va laisser, c'est gratuit. Voilà le seul élément de réponse. Et ça s'arrête là. Yaakov ne répond pas à cet argument. Comme si, d'accord, bon, dans ces conditions, je comprends. Quand même. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu as ignoré totalement le problème de fond. Deux individus qui déciment un village entier. Du sang gratuit. Pourquoi? Pour une personne. Deuxièmement, regardez ce que vont répondre Shimon et Lévi. Le Or HaChaim va nous dire, Adraba. L'argument de Shimon et Lévi, c'est de dire, tu nous as donné deux arguments. Premièrement, politiquement, ce n'est pas correct. Deuxièmement, on est en danger. Voilà ce qu'ils répondent. Adraba. Il dit politiquement, tu vas voir ce qui va se passer. Il dit politiquement, on s'en fout un peu. Ce n'est pas le moment de protéger notre image. On vient de toucher à notre sœur, peu importe notre image, on doit agir. Maintenant, sur ton problème de fond, Yaakov, tu as peur que demain ce soit dangereux? Tu as peur que demain il s'attaque à nous? Je pense que non. Quand les peuples du monde vont voir combien on est fous, quand ils vont voir qu'on touche à un d'entre eux et il n'y a plus personne, personne ne s'approchera de nous. Ça ressemble un peu à une politique qu'on connaît, qu'on peut imaginer. Ça a du sens. Et je vais vous dire le comble, c'est que le verset qui suit, ça a du sens. Vous savez pourquoi? Le verset qui suit, c'est quoi le verset qui suit? Vayhi chitat Elokim, le verset dit, le narrateur de la Bible. Ce n'est pas Yaakov qui parle. La Bible raconte, le Chumash raconte. Vayhi chitat Elokim, il y a eu la paix sur l'ensemble des villages qui sont autour de Yaakov et personne n'a souhaité faire du mal aux enfants de Yaakov. Comme si leur argument était bon, n'était pas mauvais. C'est là où je dis ça a du sens. Le gars, c'est un dangereux, on touche à un d'entre eux, il ne raisonne pas, il tue tout le monde. Donc, sur le fond du problème, il n'y a pas un mot. Comment les enfants de Yaakov, Shimon et Lévi, des gens bien, quand je dis des gens bien, c'est des gens qui vont avoir leur nom sur le pectoral, le rochen, le vêtement du grand prêtre. C'est avec eux, avec leur nom, que Dieu va s'exprimer. Vous connaissez, on allait voir, on allait interroger le grand prêtre et la réponse apparaissait sous forme d'illumination des pierres précieuses qui représentaient le nom de chacune des tribus. Shimon et Lévi, c'est des gens, des grands saints. Comment des grands saints se comportent de cette manière et pas un mot, ne serait-ce que Yaakov. Yaakov ne réagit pas, ne serait-ce que la Bible, le Chumash, qui ne répond pas, puisque le Chumash va dire finalement ça s'est bien passé. Sur son lit de mort, il aura fait le reproche encore. Et c'est là mon sujet qui arrive. C'est le sujet suivant. Bravo. Ce qu'a dit Jeff tout à l'heure, on y arrive. Question, je ne comprends pas pourquoi les enfants réagissent au fait qu'on ait bafoué l'honneur de leur sœur et que le père, quand il interroge ses enfants, ne se sent pas plus concerné. C'est la question. C'est terrible. Alors, on peut imaginer que le père, il a quand même ce rôle d'éducateur. Le rôle d'éducateur, c'est oui, je me sens concerné par ce qui s'est passé par ma fille, mais la vengeance, d'accord, mais il y a une limite. Dans quel contexte? Protéger ta fille, sauver la fille, oui, mais assassiner un village, Yaakov, ça représente le patriarche, ça représente quand même celui qui représente la morale. Moi, je suis plus perturbé par le fait qu'il n'y ait pas un mot de la part du père à l'égard des enfants sur le drame qu'ils viennent de commettre que le fait que sa réaction face au deuil ou à la tragédie qu'il a vécue, elle soit limitée. Parce qu'il est d'accord. Il y a deux facettes. Non, alors, je suis d'accord. Alors, je vais avancer dessus. On peut se dire qu'il y a une partie qui est d'accord, mais on y arrive. Oui, il y a deux facettes. Est-ce qu'au point de vue à la RIC, on y arrive, on va parler de tout ça. et moralement, est-ce que c'est... Alors, on va adresser justement ces deux problèmes. Enfin, à la RIC, déjà techniquement, là, on arrive à ce que Alain vient de nous soulever comme question, que Jeff avait dit tout à l'heure. Donc, on a 3 points. Il y a 3 éléments dans ce texte, 3 détails dans la Torah qui nous laissent entendre que tout le monde est OK avec ce qui vient de se passer. Il y a 3 détails à ce stade en Parashat Vayishlach qui nous laissent entendre que tout le monde est OK. Premièrement, Yaakov ne relève pas le fond. Il ne dit pas un mot sur le fond. Deuxièmement, lorsque les enfants répondent, Yaakov ne répond pas. Comme s'ils avaient eu le dernier mot.
Troisièmement, le narrateur du Chumash va nous raconter que tout s'est bien passé après, comme si tout est validé. L'approche des enfants, des frères, était la bonne. Donc, quand on quitte Vaishlach, quand on quitte cette paracha, on est un peu dans votre approche. Yaakov cautionne. Yaakov, il a un problème technique, politique, tactique. On risque d'être en danger, ça ne se fait pas. Mais sur le fond, c'est ma fille, je n'accepte pas. Donc, on est OK. Ce qu'ils ont fait, Shimon et Lévi, c'est OK. Il va nous falloir nous interroger comment, pourquoi, parce qu'on a du mal à comprendre. On va y passer un moment. Mais en tout cas, la conclusion de la paracha de cette semaine, c'est que tout est OK. Sauf que, et là, on avait déjà fait Alain, on va dans Vaïchi, à la fin du Chumash, lorsque Yaakov va mourir et qu'il bénit ses enfants, il s'adresse à Shimon et Lévi, et là, il y a un revirement de situation total. Là, il va leur dire, Shimon ve Lévi Achim, la référence qui suit Bereshit 49, 5, Shimon ve Lévi Achim, kele Hamas mecherotem. Shimon et Lévi sont des frères qui ont volé les ustensiles, les outils, le métier de leur oncle, Esav, le tueur, en l'empruntant, en le volant et en le faisant le leur. Rashi, ou Manout Shel Retzicha, le métier de tueur qui appartenait à mon frère Esav, parce que moi, leur père, ma femme, leur mère, on n'a jamais eu quoi que ce soit de cet ordre-là. Comment nos enfants peuvent être des tueurs? Ils ont forcément volé cette attitude à leur oncle. Rashi va dire, c'est inadmissible ce qui s'est passé, je ne veux pas avoir ma présence dans leur conseil, je ne veux pas être associé, que mon nom soit associé à leur honneur, je veux rien savoir car ils ont tué Hamor et la ville de Shrem. Après, ils continuent parce qu'ils ont aussi tué, ils ont cherché à tuer par la suite Yosef. Mais en tout cas, si je prends Vaïchi, la dernière paracha du livre, Yaakov sur son lit de mort, la conclusion est que Yaakov ne cautionne absolument pas ce que ses enfants, les frères Shimon et Lévi ont fait. Donc, on se positionne dans cette forme de contradiction. Si on s'interroge sur, au fait, quelle est la bonne version? Alors, ils ont bien fait ou ils ont mal fait. On a une grande discussion parmi les commentateurs. Je vais vous donner les deux grandes lignes et ensuite, on va aller dans le fond du sujet. Les deux grandes lignes, c'est Maïmonide et Nachmanide. Maïmonide va dire, ils ont bien fait, d'un côté. Maïmonide, ils ont bien fait. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce qu'ils ont fait? C'est sûr que de manière pure et simple, de manière cohérente, ça ne peut pas être totalement cohérent. Il nous faut avoir accès à une information supplémentaire. Tuer un village, la loi qui consiste à dire on ne fait pas la distinction entre 1 et 1000, Abraham, le premier, est celui qui combat cette chose-là. Abraham est celui qui va dire à Dieu, à Sodome et Gomorrhe, tu ne vas pas tuer un village alors qu'il y a encore potentiellement 10 justes. Il y a 10 justes dans le village, tu es obligé d'épargner le village. Mais en tout cas, tu ne peux pas tuer tout le village. A fortiori qu'il y a un criminel dans le village, tu ne peux pas tuer un village entier. Donc, il nous faut comprendre. Donc, Maïmonide va ajouter, il va compléter en disant qu'effectivement, la manière, leur réaction, la réaction qu'ils ont eue, la réaction que le village a eue, les rend coupables du crime de Shrem. Comment? Puisque personne ne réagit, donc Maïmonide, référence numéro 3, à partir du moment où personne ne réagit, tout le monde a la responsabilité d'établir un système judiciaire et que personne ne bronche et que ça laisse une attitude pareille sans aucune sanction, sans aucune réaction. À partir de là, ils sont tous coupables au même titre. C'est assez extrémiste. Nachmani va lui dire c'est quand même beaucoup. Ils n'ont pas été coupables activement. Ils se sont rendus coupables passivement. Depuis quand est-ce qu'on peut être passible d'une peine aussi lourde alors qu'on a une attitude passive? Ce n'est pas une attitude active. Alors, il y a peut-être aussi ça. Mais en tout cas, le fait qu'ils ne bronchent pas, qu'ils ne réagissent pas, d'après Maïmonide, ça les rend tous coupables. Donc Maïmonide va dire la bonne attitude, c'est Vaïshlach. Effectivement, ils avaient raison de les tuer. Nachmani va dire non, c'est pas si simple que ça. Au seul chef de participer à la faute de Shrem, je ne suis pas d'accord. Il y a une autre faute. Oui. Comment? Il y avait. C'est parce qu'ils n'ont pas réagi qu'il y a eu cette peine. Voilà l'argument. Ils étaient tous là. Personne ne dit rien. On laisse faire la chose aux yeux de tous. Nachmanide va être très intéressant. Il va dire que le crime, il est ailleurs. Et c'est vrai que c'est intéressant. Quand tu réfléchis, l'idée, elle est forte. On a un Shrem, le fils du roi, qui commet un crime, le père qui ne le reprend pas, qui ne dit rien, le père qui cautionne totalement puisqu'il va, pendant que la fille est encore enlevée et kidnappée chez son fils, il a le culot d'aller voir la famille, de dire on va, c'est une simple négociation comme si de rien n'était. Quand on réfléchit,
ça veut dire que le pays, que le quartier a atteint un niveau de bassesse inimaginable. Et donc, Nachmanides va dire que le crime, ce n'est pas ce crime, ce n'est pas le fait de se taire. Le crime, c'est qu'ils avaient atteint un niveau de comportement un peu comme Sodome et Gomorrhe, un peu comme l'époque, un mauvais comportement. La preuve en est cet épisode. Le fait que cet épisode puisse se passer sans aucune réaction, ce n'est pas l'absence de réaction la problématique, c'est la démonstration qu'ils étaient déjà tous embourbés dans la faute. Qu'on laisse un comportement de cette façon, que le chef, que l'homme le plus important du pays se comporte de cette manière, que le père ne réagisse pas, que le père prenne ça comme si c'était tout à fait normal, ça montre que tout le monde était déjà enfermé dans ce comportement. Donc, quoi qu'il en soit, exactement, le quartier, la ville. Pardon ? Non, Dina, à ce stade, elle est victime. On analyse simplement l'attitude de Shimon et Lévi. Était-ce légitime ? Est-ce que c'était raisonnable ou pas ? Donc, à ce stade, je reprends. Maïmonide nous dit ils sont tous coupables par omission, par silence. Le fait de pas s'exprimer, ça les rend coupables, ce qui est quand même, c'est difficile pour Nachmanides. Nachmanides va dire c'est autre chose. Ils sont coupables de leur crime à eux. L'exemple de l'histoire de Dina démontre l'état dans lequel était la ville, ce qui permet à Shimon et Lévi de se dire on peut les tuer, on peut se permettre de les tuer, puisque de toutes les façons, ils le méritent d'une certaine manière. Mais c'est difficile de dire ce que Yaakov va leur dire, Shimon et Lévi, vous n'êtes pas les justiciers du monde. Ils peuvent peut-être se comporter mal, mais ce n'est peut-être pas à vous. Donc la question reste là. On reste avec la question de fond. Les raisons que donne Yaakov ont disparu à la fin de sa vie. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas Ça, c'est la problématique principale. Notre problème d'aujourd'hui, c'est pourquoi ce changement d'attitude entre Yaakov au début. Oui, on l'a étudié. Yaakov à la fin. Non, mais au début, en tout cas, je t'en veux parce que politiquement, il est sympa et j'ai peur. Pourquoi il a le. Mais à la fin de sa vie, on en a parlé Shabbat. On a parlé le Shabbat. Non, on ne l'a pas encore vu, je vais voir maintenant. Combien de temps entre Vaishtar et deux parachutes. Non, en termes de paracha, il y a 3 parachiotes, 4. En temps, on est 147, c'est la fin. Là, il ne s'est pas encore fait enlever. Yosef. Yosef vient de naître. J'ai tendance à penser 37, 40 ans. D'accord. Je ne sais pas, je dis grossièrement. C'était écoulé 40 ans entre le moment de l'événement et le moment de son mort où, grosso modo, à ce moment-là, il leur dit c'est pas bien ce que vous avez fait il y a 40 ans. Non, il y a 40 ans, il leur dit c'est bien. Et 40 ans plus tard, il dit c'est pas bien. 40 ans, il dit rien. Non, il dit sans soulever le fond. Donc, Il accepte, il acquiesce. Il dit vous vous rendez compte dans quel état vous nous avez mis. Ça veut dire qu'il valide. Mais il dit pas. Il accepte. Ça veut dire qu'il valide. Oui. Donc, c'est pas juste qu'il dit vous rien. avez bien fait. Non, mais c'est l'équivalent. Voilà. Il accepte leur réponse. Il accepte, on est d'accord. Et 40 ans après, il est juge. Exactement. C'est toute la question. Donc, notre question, notre interrogation, elle est pourquoi ce revirement, pourquoi ce changement et surtout, comment comprendre que d'une part, enfin oui, c'est le fond de la chose, c'est des gens bien. Et je répète, je reprends l'histoire de Yaakov un peu plus tôt. La paracha, oui, de Vaishlar. Les premiers mots de la paracha de cette semaine, Vaishlar. Yaakov, il apprend qu'il va devoir se battre avec Esav. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire j'ai peur de me faire mal et je suis inquiet d'avoir à tuer. On parle de qui ? On parle de peur qui risque de toucher les soldats d'Esav. C'est ça l'histoire. Esav, il apprend par ses messagers que Esav s'apprête à faire la guerre avec lui. Yaakov se prépare au combat, mais il a peur et il est inquiet. Vayetzer, il s'inquiète. C'est quoi le souci qui se fait ? Rachi va dire il a peur d'avoir des pertes, de subir des pertes, et il est inquiet d'avoir à faire subir des pertes à l'armée de l'ennemi, finalement. Mais une seconde, on parle de tueurs à gages qui ont été payés pour te tuer. Tu as peur de les toucher, tu as peur de les atteindre, alors qu'ils sont venus pour te tuer. Ce sont tes amis ouverts, ils sont venus avec des armes pour te faire du mal. Et là, tu es inquiet. Mais dans la paracha, dans l'histoire de Dina, ils n'ont rien fait. Ils sont complices ou pas. Complices, c'est un peu déjà le début de la réponse, mais en tout cas, il accepte l'idée, ils n'ont rien fait, et ça ne lui pose pas de problème que Shimon et Lévi réagissent de cette manière. Donc, on complète et on conclut cette première partie. On a soit l'approche du Rambam, soit l'approche du Ramban, soit la faute, c'est le silence, soit la faute, c'est le niveau de comportement dans lequel ils étaient, qui fait que on peut accepter cette situation, on accepte ce jugement, qu'il méritait cette chose-là.
il nous reste la question de fond, pourquoi Yaakov a une attitude à un moment donné et Yaakov a une autre attitude à un autre moment. Et ça va nous emmener vers un sujet pour moi omniprésent dans notre vie à nous, tous les jours. En tout cas, le but, c'est de ressortir un enseignement pour nous. J'écoutais les infos cette semaine, en début de semaine, et je me dis, comme de temps en temps, quand j'écoute les infos, j'ouvre mes oreilles et je me dis, qu'est-ce qu'on entend derrière cette info ? Qu'est-ce que ça nous envoie comme message ? Qu'est-ce qu'on peut regarder de ça ? Et l'information que j'entendais, alors je ne connaissais pas du tout, j'ai été chercher derrière, je ne savais pas que le gouvernement avait un département, je dirais, de Public Relations, s'appelle le SIG, S-I-G, le service d'information du gouvernement. Alors, je ne vais pas vous faire l'info, mais j'écoutais l'info et j'apprends qu'il y a un bonhomme qui apparemment est doté, doué, qui est censé être compétent. J'ai regardé un peu les fiches derrière et on apprend qu'il y a eu une enquête à un moment donné sur un management difficile, puis ensuite ça a été réglé, tout était bien. Puis maintenant, le scandale, l'affaire est relancée. On s'aperçoit que tout était un peu biaisé et on s'interroge quand même, on parle du gouvernement, on parle de gens qui ont des carrières, qui ont des formations importantes, qui sont censés avoir fait du chemin. Et on a d'un côté ceux qui vont dire c'est un homme qui a un grand, beau management, qui sait gérer la gestion de crise, il sait le faire. Et de l'autre côté, on va avoir ceux qui vont dire il a un management pas criminel, mais en tout cas totalement, toxique. Bravo, toxique. Et quand on est là-dedans, on s'interroge. Avec un peu d'humilité, on se pose la question, est-ce que l'individu, il est profondément mauvais ou est-ce qu'à la base, il est bon ? Est-ce qu'on doit se dire qu'un bonhomme qui a un management toxique, par exemple, il fait du mal finalement autour de lui ? Ou en tout cas, il est présumé innocent, mais on parle pour ce phénomène-là, peu importe la personne en question. Est-ce qu'à la base, il est mauvais ou est-ce que potentiellement, il est bon ? Une de mes histoires favorites quand on parle d'éducation, c'est l'histoire qui se produit tous les jours, malheureusement. Vous pouvez en avoir 50 des histoires pareilles autour de vous. Mais là, je l'ai entendu sur une personne âgée, ça fait toujours un peu plus mal. Habituellement, je l'ai vécu avec un ami à moi qui, lui, est un peu plus jeune que moi, donc c'est une chose. Mais 70 ans, le bonhomme qui discute et qui dit, tu sais, quand j'avais 14 ans, un prof m'a dit un jour, toi, je ne sais pas pourquoi tu étudies, de toutes les façons, tu ne seras jamais étudié. Il n'y a jamais rien qui sortira de toi. Et cette phrase, il dit, je me la rappelle tous les jours de ma vie, elle est encore devant mes yeux aujourd'hui. C'est la même approche que ce que je racontais justement avec son management. C'est un bonhomme qui fait de l'éducation. C'est un prof. A priori, est-ce qu'il est mauvais ? J'imagine que non. Mais à un moment donné, il estime qu'il a besoin de recadrer ce jeune, cet enfant. Il estime peut-être bien faire, je lui prête des circonstances atténuantes, mais avec un mot, ça fait tellement de dégâts. Mais le point de départ, c'est que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, pense que de par ses fonctions, il doit avoir à exercer de l'autorité. Et cette autorité devient abusif, destructeur, cause des dégâts. Dans les deux cas, c'est la même chose. Et on se pose tous la question. On a tous peut-être soi-même vécu d'une manière ou d'une autre. À un moment donné, on est face à un adulte, un éducateur ou un parent qui a le devoir à un moment donné d'éduquer. Et parce qu'il doit éduquer, il se doit d'être peut-être un peu plus dur. Utiliser la force. Quel est le moyen d'utiliser la force sans que cette force devienne force de destruction ? C'est le fond du problème. Il y a un véritable danger. À chaque fois qu'on utilise de la force, on s'expose à ce danger. Comment gérer pour faire en sorte que ce soit bien fait ? Parashat Noach à la grande synagogue, Shabbat après-midi, je me souviens que je suis intervenu pendant la Souda Shlichit, et le sujet que j'abordais, c'était Noach. Noach, c'est la destruction du monde, parce qu'à un moment donné, il fallait le faire. Dieu estime que là, il faut le faire. Et donc, on s'est posé la question, à quel moment on doit utiliser cette force ? Comment faire pour l'utiliser avec délicatesse, sans casser ? Le déluge, c'était peut-être la destruction du monde, mais on va voir que c'était la purification. C'était un reset qui était nécessaire. Quand je m'adresse à un enfant, quand je m'adresse à un jeune, ou alors à un public, comme l'histoire de la communication, à mes employés, quand je veux faire du management et que je me dis que là c'est trop, là, il y a quelque chose de grave, il va falloir utiliser de la force. Comment utiliser la force et ne pas déraper, devenir malheureusement toxique ou dangereux ? Et c'est l'idée que le rabbi reprend. C'est extraordinaire parce que c'est dans une note, c'est dans les sikhot, dans les discours du rabbi, dans les commentaires du rabbi. Les commentaires du rabbi, ce qu'on appelle les sikhot, c'est repris des Farmagan. Le rabbi parlait pendant des heures. À la fin de Shabbat, c'était noté, retranscrit. Et ensuite, de temps en temps, on faisait un recoupement entre un Farmagan et un autre lorsqu'un sujet est évoqué plusieurs fois. Et on obtient un discours. Dans ce discours, le rabbi, on le présentait au rabbi, il corrigeait, il annotait le texte. Tout était sourcé. Et dans une des notes, il va mettre un petit commentaire
qui est l'illustration. Le rabbi se pose la question, soulève cette question. Pourquoi dans Vaïshlach, Yaakov, il est OK, et pourquoi dans Vaïchi, il y a un revirement de situation tellement extrémiste? Au début, c'est bon, c'est pas grave finalement ce que vous avez fait. Enfin, à part la tactique, etc. Et il accepte l'argument. Et quand on arrive à Vaïchi, c'est inadmissible ce que vous avez fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit ce qui s'est passé entre les deux, c'est pas 40 ans. J'ai beaucoup aimé l'analyse, combien de temps se sont écoulés. On n'avait que le facteur temps dans votre analyse. Il y a un autre facteur à prendre en considération, c'est événement. Il y a le deuxième événement qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement avec Yosef? C'est les mêmes Shimon et Lévi. C'est les mêmes qui ne tolèrent pas l'injustice, admettons. Qui avec Shrem, ils vont défendre leur sœur. Mais qui avec Yosef, ils vont combattre leur frère. Et là, il y a un problème. Yaakov va dire une seconde. Je ne me pose pas la question de la justesse, de la légitimité de l'acte. Je me pose la question de l'état d'esprit de la personne qui mène cet acte. Est-ce que tu es sûr que lorsque tu fais quelque chose, c'est exclusivement parce que le moment, la situation le nécessite, l'exige? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui vient se mêler? Un mauvais trait de caractère. Est-ce que c'est la situation? Est-ce que tu interviens parce que on ne peut pas laisser faire que notre sœur soit touchée comme ça et on se tait? On ne va pas se taire, on doit intervenir. T'imagines ce qu'il a fait à notre sœur, on ne va rien dire, on doit agir. Mais une seconde, d'à côté, c'est ton frère. Et là aussi, tu dois agir. Là, tu défendais ta famille. Et là, tu attaques ta famille. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu plus fin. Yaakov va leur dire, à la fin de leur vie, dans Vaïshlach, ce n'est pas la fin de leur vie. Dans Vaïshlach, Yaakov, il intervient sur les faits. Vous posez la question... Pardon. Vous posez la question, est-ce que les faits sont justifiés? Probablement qu'il doit y avoir une possibilité de le comprendre. Donc Yaakov n'intervient pas sur le fond. Maintenant, à la fin de sa vie, il est en train de bénir ses enfants. Vous me posez la question, est-ce que les intervenants ont des motivations toujours bonnes? Je m'interroge. Il y a un travail à faire. Posez-vous la question lorsque vous agissez, voilà ce que Yaakov va dire à ses enfants, est-ce que vraiment c'est par rapport à la situation que vous avez agi de cette manière? Ou est-ce qu'il y avait un moteur, une motivation différente dans votre esprit, celle de laisser votre caractère exploser dans tous les sens? En français, quand on parle d'éducation, il y a la différence entre de l'autorité et de l'autoritarisme. Quelle est la différence entre les deux? L'un est la meilleure des choses qu'on puisse faire avec nos enfants, le plus beau cadeau qu'on puisse leur donner. Ils en ont tellement besoin. Et l'autre, c'est l'élément le plus dangereux qu'on puisse avoir avec un enfant. L'autorité, c'est apprendre à un enfant de se soumettre aux règles, quelque chose qui est au-dessus de lui. L'autoritarisme, c'est parce que c'est moi qui ai choisi, tu vas te soumettre à moi. Parce que c'est moi. C'est mon point de vue, c'est mon ressenti. Je suis au-dessus de toi, je vais m'imposer à toi. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Et c'est toute la question, toute la nuance. Ce qui va me permettre d'être ce bon éducateur ou ce mauvais éducateur, c'est pas simplement de me poser la question, est-ce que la situation nécessite, exige ce comportement? C'est d'où provient la réaction que j'ai. Est-ce qu'elle provient effectivement en réaction ensuite à une situation, ou alors c'est moi qui ai besoin d'exprimer et je l'exprime comme je l'entends parce que c'est moi, un point, c'est tout. Rappelez-vous cette histoire que j'ai racontée aussi chez Shabbat Noir, mais cette fois-ci au Bet Rabat, c'est l'histoire de cette femme qui se plaint à son mari. Regarde ses voisins, à chaque fois que je vais à la fenêtre de la cuisine, je regarde le linge étendu du voisin qui est la voisine qui étend son linge sur la corde en face de chez moi. Ils ont une lessive qui ne fonctionne pas, il y a des taches sur leur linge. Chaque jour, regarde, c'est toujours ça. Et elle râle sur eux. Et puis un jour, elle arrive, elle se pointe, elle va voir son mari, il dit, c'est incroyable, ils ont dû changer de lessive. Le linge est nickel ce matin, regarde, viens voir. Et le mari lui dit, non, en fait, c'est simplement que les carreaux étaient sales, ce matin, je les ai lavés. Tu as l'impression que la saleté, elle est chez l'autre. Tu as l'impression que le mal est chez l'autre. Mais est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que ta réaction, elle est vraiment déclenchée par la situation, ta volonté d'intervenir, d'être la bonne personne, d'avoir la bonne attitude, ou est-ce que simplement ta réaction est le fruit, la conséquence de ton émotion du moment, de ton problème? Le problème, il est chez toi, ou c'est vraiment la situation que tu cherches à nettoyer, à réparer? Référence numéro 4, Kacher Anou Yaakov Arizona Kibel et Tamane. Il va reprendre donc l'attitude de Yaakov. Il va dire, lorsque les enfants de Yaakov lui ont dit, on ne peut pas laisser faire une chose pareille, c'est notre sœur. On ne peut pas laisser faire, la laisser passer pour une prostituée sans réaction, on ne peut pas accepter. Yaakov accepte. Le rabbi va dire, comme Maïmonide a dit, avec l'argument de Maïmonide, ils sont d'une certaine manière coupables. Mais, Mikol Makom Ochiach Otam Lachazman, mais plus tard, lorsqu'il va mourir, il va reprendre qu'il a Hachera, Shibirtsela Mikrouchor, lorsqu'il voit que ça s'est répété, ce comportement, lorsqu'ils se sont attaqués à Yosef,
Il dit, si tu répètes, si tu es toujours celui qui a un besoin de justice, si tu es toujours celui qui crée des scandales, si tu es toujours celui qui se lève, tu dois te poser la question, t'interroger. Je ne dis pas que c'est faux. Singulièrement, chaque situation, elle est peut-être juste. Au niveau judiciaire, devant le juge, par exemple, j'ai peut-être aucun problème. Tu as réagi comme il fallait dans chaque situation. Maintenant, humainement, l'étape d'après, rappelle-toi que dans la vie, il ne suffit pas simplement d'avoir une attitude acceptable, mais il faut aussi te poser la question d'où provient cette attitude. Si tu veux t'affiner, si tu veux t'élever, si tu veux devenir meilleur, pose-toi la question aussi, où est-ce que je me situe dans cette réaction? Est-ce que la motivation qui est derrière mon action, elle est véritablement bonne, ou est-ce qu'il y a encore un travail à faire pour m'élever? Et c'est ce qu'il va lui dire. Il dit, puisque je m'aperçois qu'il y a une deuxième fois cet épisode, il dit, je pense que c'est une preuve qu'il y a quelque chose dans leur nature qui s'exprime. Dans leur nature, dans le sens, c'est l'expression d'un besoin ou d'une volonté personnelle, chose sur laquelle il y a lieu de travailler. Et donc, je peux arriver finalement à me dire que même à l'époque de Shrem, ce n'était pas 100% justice. C'était pas 100% en justice, mais il y avait un peu de l'expression de leur nature, vouloir se défouler, si on peut dire. Il y a quelque chose à travailler sur la nature. Et donc, finalement, ce sur quoi on veut terminer, c'est retenir 3 outils, 3 clés, 3 éléments qui vont nous permettre d'avancer dans cette direction. Je repose la question, comment faire pour utiliser de la force? Comment faire pour exercer d'une certaine manière cette force tout en ne perdant pas, en ne risquant pas de déraper? Le premier élément, première réflexion à avoir, c'est me dire d'où ça vient, la réaction que j'ai. Quand on parle d'éducation, c'est vrai que j'ai passé un Shabbat la semaine dernière à utiliser ce sujet ou à l'avoir au centre de mes interventions, parce que c'était principalement le thème entre le couple et l'éducation. C'était les 2 sujets qui étaient au centre de toutes ces interventions de Shabbat dernier. Et finalement, quand on se pose la question, je citais un article du Figaro qui est sorti il y a 2-3 semaines, je crois. Il y a 350 professionnels de santé, 350 des pédiatres, des psys, des pédopsies, mais 350, la liste des noms est plus longue que l'article lui-même. C'est impressionnant. Quand je l'ai imprimé, j'ai dû couper. Il y avait je ne sais pas combien de pages de liste. Et l'article, c'est ces professionnels qui se soulèvent, qui expriment leur voix sur cette nouvelle approche qui dépasse les limites, la bienveillance, exclusivement la bienveillance dans l'éducation. Et donc, c'était la dernière volonté, c'est un projet de loi pour interdire ce qu'ils appellent le time-out, mettre l'enfant à l'écart pour qu'il prenne conscience de ce qu'il vient de faire. Et ces professionnels disaient, oui, la bienveillance, c'est très important la bienveillance, mais attention, si au nom de la bienveillance, on enlève totalement les limites, on fait souffrir cet enfant. On est en train de laisser notre envie, notre volonté, celle de l'adulte, prendre le dessus alors qu'on doit se poser la question en priorité et presque en exclusivité. Quels sont les besoins de l'enfant? Mettre des limites. D'abord, commence par la bienveillance et l'amour. Bien évidemment, la base, c'est ça. Mais une fois que j'ai cet amour, parce que j'aime cet enfant, je vais lui mettre des limites. Parce que je l'aime, ça veut dire que ma réflexion, elle n'est pas parce que j'ai envie de mettre des limites. C'est parce que je me pose la question par amour, quels sont les besoins objectifs? Pas quels sont les besoins que j'ai moi dans ma tête colorés par tout ce que je peux avoir comme projection pour lui, comme problème à moi que je vais lui coller. Mais objectivement, qu'est-ce qu'il a besoin? Donc, pour arriver à ça, c'est effectivement un travail, une prise de conscience. Essayer d'analyser, premièrement, ce que je fais au quotidien, mais deuxièmement, d'où ça provient. Est-ce que ce que je fais, c'est juste, bien évidemment? Et même si c'est juste, est-ce que le point de départ, il n'y a pas matière à le faire évoluer, le faire élever? Je ne dis pas encore une fois que si je fais quelque chose de bien avec une motivation mauvaise, ne le fais pas. Si la chose est bonne, fais-la, pourquoi pas? Mais il y a une étape, il y a un travail à faire en plus. C'est travailler-là. Un des éléments, c'est la colère. Un texte qu'on avait étudié, que vous avez ici, on l'a étudié dans le passé. Je ne vais pas le reprendre en texte, vous pouvez le lire. L'idée est la suivante, c'est laisser du temps, ne jamais réagir à chaud. Première clé extrêmement, extrêmement importante dans l'éducation comme dans le management, comme dans tout ce qu'on veut, dans tous les sujets, ne jamais réagir à chaud. S'imposer un temps. On a toujours des réactions différentes. Ça m'est arrivé en arrivant ce matin. Je viens de me faire un petit accrochage. Il y a la réaction à chaud. Et il y a le temps qui fait qu'on va avoir une réaction beaucoup plus modérée, beaucoup plus intelligente, qui va nous permettre de réagir en fonction de la situation, dans l'intérêt de la situation, plus que simplement comme défouloir de ce qui peut se passer de pas forcément de plus propre à l'intérieur de moi-même. Donc, premièrement, toujours prendre du temps. Deuxièmement, toujours respecter l'individu qui est en face de moi et m'attaquer au comportement
sans détruire l'individu. C'est tellement, tellement important, et je répète, dans les deux sphères de ce qu'on vient d'aborder, que ce soit l'éducation, ou que ce soit le management, ou que ce soit le couple. Combien de fois est-ce qu'on va déraper? Et c'est très intéressant, la Torah va nous dire, c'est très beau cette phrase. La Torah va dire, aime ton prochain comme toi-même. L'expression de cette phrase, c'est quoi? Lorsque quelqu'un est coupable et passible de mort, peine de mort, il a commis l'irréparable, choisis-lui la mort la plus douce. Pourquoi? Tu aurais pu te dire, c'est un criminel, c'est odieux ce qu'il a fait, qu'il fasse du bruit, qu'il souffre, on s'en fout, qu'est-ce que je m'en fous de lui? Non. Même dans cet extrême, rappelle-toi qu'il y a un individu qui mérite du respect. Un individu qui mérite du respect. Quand on sait faire la différence entre le comportement, l'action et l'individu, on a aussi beaucoup plus de chances de faire en sorte que le mot qui a été prononcé ait l'impact qu'il faut, qu'il ne soit pas pollué, qu'il ne soit pas abîmé par d'autres motivations qu'on pourrait avoir, ce défouloir, au lieu d'être simplement dans une critique positive, constructive quelque part. Et enfin, le dernier élément, c'est effectivement se dire on arrive aujourd'hui, nous sommes le 14 qui se lève, l'anniversaire du mariage du Rabbi, c'est ce mois de Kislev qui nous emmène sur le 19 Kislev. Donc lundi soir, mardi, mercredi, c'est la grande fête, la fête des fêtes, Chag HaChagim, la fête du nouvel an de la Chassidoute, de la libération de Rabbi Shlomo Zalman. En tout cas, un grand moment autour de la Chassidoute et du Tanya. Et forcément, qu'un des messages principaux du Tanya et de la Chassidoute, c'est de travailler justement derrière, de ne pas se contenter simplement des actes. Bien évidemment, les actes, c'est la priorité, mais d'aller travailler aussi de s'affiner. Comment est-ce qu'on s'affine? En allant chercher justement, en travaillant sur ce qui se passe derrière. Et effectivement, se fixer comme objectif de manière générale, travailler sur ce qui motive derrière, sur mes traits de caractère. Comment est-ce qu'on travaille son trait de caractère? Justement, c'est en apprenant, en réfléchissant, en étudiant ce qui se passe de Dieu, comment est-ce que Dieu regarde l'individu? Qu'est-ce qu'un individu? Si je prends le temps de réfléchir, puis ensuite, si je prends le temps de mettre des petites actions au quotidien qui consistent justement à considérer l'individu qui est en face de moi, avec la valeur qu'il mérite d'avoir, je m'habitue à penser autrement. Et finalement, quand j'arrive dans mon management, quand j'arrive dans mon éducation, le mot qui sort, j'aurai d'autant plus de chances qu'il sorte de la bonne façon avec ce filtre. Une seconde, est-ce que c'est pour lui que je le dis ou est-ce que c'est pour moi, pour me défouler? Est-ce que c'est vraiment parce que la situation, pour agir en fonction de ce que la situation exige, ou est-ce que c'est simplement ce défouloir par rapport à mes problèmes qui est en train de s'exprimer? Donc voilà comment est-ce que de l'histoire je résume et je conclue entre l'histoire de l'attitude des frères Shimon et Lévi sur Dina, sur la ville de Shrem, et la ville entière après l'attitude de cet homme sur leur sœur, et le changement d'attitude entre Yaakov avant et Yaakov après, la différence entre l'action et ce qui se passe derrière l'action. Combien est-ce que c'est important d'attacher de l'importance? C'est important pour les enfants, c'est important pour la société, les gens qui sont autour de nous. Et forcément, on a peu parlé, mais on comprend que c'est la même chose. C'est important dans notre couple de se poser la question, est-ce que lorsque j'exprime un mot au conjoint, est-ce que le mot que je suis en train d'exprimer, il est authentique parce que la situation l'exige, ou est-ce que c'est simplement parce que je suis mal luné, ou est-ce que c'est simplement parce que le contexte veut que mes problèmes, je les projette sur l'autre. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.